Bonjour et bienvenue sur Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et j'ai créé ce podcast car je suis persuadée que les salariés sont une force pour accélérer la transition écologique des entreprises. Avec ce podcast, prenez confiance en votre pouvoir et faites le plein d'idées pour agir concrètement. Alors maintenant, arrêtez de trier vos emails pour être écolo au boulot et concentrez-vous sur les actions les plus efficaces parce qu'il y a urgence à prendre soin de notre environnement. Je suis ravie de vous accueillir dans ce mouvement de professionnels qui osent faire changer les choses. Pour changer le monde à son échelle, Ambroise avait le projet de créer une école de la transition écologique pour former de jeunes étudiants. Mais rapidement, il se rend compte que s'il veut vraiment changer le monde aujourd'hui, et pas dans 30 ans, ce ne sont pas les jeunes qu'il faut former, mais les vieux. Enfin les vieux. Je veux vexer personne, donc disons les professionnels déjà en activité, ceux qui sont déjà aux manettes de l'entreprise et dont les décisions peuvent avoir un impact immédiat sur l'environnement. Mais est-ce qu'il va falloir former tous les actifs déjà en activité à l'écologie pour réussir cette transition? Parce que si la réponse est oui, c'est un sacré chantier auquel s'attaque Ambroise et son équipe. Aujourd'hui, je reçois donc Ambroise Collomb, fondateur et directeur des Nouveaux Géants, un organisme de formation pour apprendre comment intégrer des compétences écologiques dans son métier. Avec son équipe, ils viennent d'ailleurs de sortir une étude sur la transition écologique des métiers dont on va parler dans cet épisode. Alors si vous avez la volonté de transformer votre métier, restez bien jusqu'au bout pour avoir toutes les clés ainsi que les questions à vous poser pour y parvenir. Bonne écoute! Bonjour Ambroise, merci d'être au micro du podcast. Bonjour Cassandre, je suis ravi d'être là. Je vais commencer avec cette nouvelle question. Ça veut dire quoi pour toi d'être écolo au boulot? Pour moi, ça veut dire, et on va beaucoup en parler, avoir bien compris que l'enjeu est vraiment comment dans mes tâches de mon métier au quotidien, je peux contribuer à faire bouger mon organisation. C'est vraiment associé à son métier et c'est pas un truc en plus, ou c'est pas quelque chose auquel je fais attention. C'est vraiment, je fais évoluer les tâches de mon métier au service de la transition écologique de l'organisation et potentiellement si on va jusqu'au bout du changement de business model, parce que souvent c'est de ça dont il s'agit. Ouais, pour moi, ça c'est l'étape ultime d'écolo au boulot, c'est quand ça fait partie de ton job, même si t'es pas responsable RSE quoi. Ouais, exactement, ouais. Bon, alors tu as créé l'organisme de formation Les Nouveaux Géants, mais à la base, tu voulais créer une école de la transition écologique. Et puis, tu t'es rendu compte que l'impact de cette formation dans la société allait plutôt prendre des années, voire des décennies. Donc, tu as réorienté ton projet pour former ceux qui ont déjà de hauts niveaux de responsabilité dans les entreprises. Et voilà, ça c'est un sujet qui m'intéresse et je pense que je suis d'accord avec toi. Si on veut avoir de l'impact aujourd'hui, il faut convaincre ceux qui décident aujourd'hui. Mais est-ce que du coup, tu penses que ton défi de former les adultes et potentiellement peut-être même des seniors, hein, je sais pas, enfin, en tout cas des personnes qui ont déjà 10-20 ans dans les entreprises, parce que c'est plus difficile d'aller former ces personnes-là plutôt que des jeunes qui seraient en sortie post-bac. Peut-être pour préciser une petite chose, il y a eu un mouvement dans cette réflexion. C'est aussi une rencontre. J'ai rencontré Alexis Bringuier et Nicolas Hénaud avec qui on a lancé la société. Donc ça a réorienté aussi mes ambitions. Donc c'est pas que uniquement le raisonnement qui m'a poussé à passer de l'un à l'autre. Maintenant, en effet, il y a aussi cette réflexion d'impact qui est de se dire, évidemment, quelqu'un qu'on forme aujourd'hui, il faut qu'il termine ses études. Ensuite, il va rentrer au bas de l'échelle. Et est-ce qu'il va avoir un impact tout de suite, sachant que les accords de Paris, c'est horizon 2030, quoi. Donc, les 1,5 degrés auxquels il faut faire attention. C'est ça, donc si on se dit une école où on prend 5 ans pour les former, ben, dans 5 ans, ils n'auront pas encore fait grand-chose. C'est ça. Et donc ça veut pas dire qu'il faut pas le faire et c'est génial tous les gens qui le font parce qu'il y a aussi quelque chose à faire dans la continuité et les entreprises sont vraiment en demande de jeunes qui sont formés sur ces sujets-là, donc tout ça est complémentaire. Après, est-ce que c'est plus difficile de former des adultes? Parce que tu vois, ils ont déjà des habitudes de travail, mais on a toujours fait comme ça, et peut-être même des a priori, du genre c'est pas possible. Ouais, je pense qu'évidemment, le changement est plus compliqué, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de changement quand on connaît pas encore le monde de l'entreprise. Maintenant, nous, ce dont on se rend compte dans la plupart des formations et des gens qu'on rencontre, c'est que qu'on soit très éco-anxieux ou pas forcément, c'est présent dans un coin de la tête de chacun. Et donc, il y a une dissonance cognitive entre ce que je fais au travail au quotidien
et ce que j'entends et enfin ça fait partie de la discussion quoi, le réchauffement climatique de façon générale. Et donc qu'on vienne m'expliquer ah mais en fait je peux réaligner les deux, c'est ça finalement transformer son métier. C'est quand même assez bien reçu. Après ce qui va être compliqué, c'est plus la pensée économique qu'il y a autour. C'est-à-dire typiquement quand on repense le business model d'une entreprise, on a toujours vendu des objets neufs et on fait de la location demain, ou on fait ça en fait c'est on suit pas les mêmes KPI, on sait complètement des nouvelles. Donc ça ces transformations là, elles sont pas faciles à faire parce que on est persuadé qu'il y a une recette économique qui marche et donc faut essayer peut-être d'en trouver d'autres. Ça c'est plus difficile parce que ça embarque toute l'organisation. Mais à l'échelle individuelle, les gens sont plutôt partants et les résistances qu'ils vont exprimer, c'est plutôt vis-à-vis de leur hiérarchie ou de l'organisation. Mais à l'échelle individuelle, les gens sont assez motivés en fait. Ouais, donc tu dirais pas quand ils sont un peu en résistance dans le fait de changer leur métier, au contraire, c'est peut-être un soulagement de se dire: «Ah ouais, en fait, je peux changer mon métier». Oui, parce qu'en fait, contrairement par exemple aux éco-gestes du quotidien, où on va réduire la consommation de viande, on va pas prendre l'avion, etc. Ça a un coût pour l'individu. Peut-être t'es un gros viandard, t'adores ça, et ou alors t'adores voyager, etc. Donc te priver de ça quelque part, ça a un coût. Alors que faire ton métier différemment, ça a zéro coût en fait, juste apprendre des nouvelles choses, tu as des nouvelles types de conversations, enfin actuellement c'est riche. Donc tu vois, je pense que c'est une manière d'être écolo qui coûte rien, enfin si ce n'est de l'engagement et apprendre, etc. Mais Ouais. donc c'est plutôt bien reçu. Je me dis aussi peut-être les premières personnes qui sont formées à faire autrement dans leur entreprise, c'est peut-être pas très confortable quand même pour elles, de changer leur métier parce qu'elles vont entrer en confrontation avec ceux qui ont pas encore eu cette ouverture d'esprit de on peut changer de business model, changer, passer, d'une économie, où, on vend des produits qui sont ensuite jetables à une économie circulaire et tu vois, est-ce que, ils ont pas peur aussi d'avoir, cette posture de, bah, du coup, c'est un peu moi qui vais commencer à faire changer les choses dans l'entreprise, c'est pas toujours très confortable? Hmm. Alors il y a plusieurs choses à ça. Évidemment, on change pas le business model d'une entreprise sans que le codir et les dirigeants soient engagés. Puis ça c'est complètement cœur. En fait, tu changes l'activité de Mmh. l'entreprise, donc voilà. Et donc ça peut souvent être une étape une. Et en ça, faut saluer le travail de la Convention des entreprises pour le climat, qui est une organisation qui embarque les dirigeants de façon exceptionnelle. Maintenant, sans aller jusque-là, on peut quand même vachement réduire, être sensible, faire attention. Et ça se fait à n'importe quel niveau. Par exemple, réduire l'impact carbone d'un produit, ça remet pas en cause tout le modèle économique de l'entreprise parce qu'on continue à vendre des produits du neuf mais qui sont 10, 20, 30% moins carbonés par exemple. Bon bah ça c'est peut-être un peu plus accessible à l'échelle d'une équipe métier par exemple. Le discours de l'entreprise quand on est à la communication, bah, c'est des choses qu'on peut peut-être commencer doucement à faire basculer pour raconter des nouvelles histoires sur la consommation, etc. Donc il y a quand même du pouvoir d'action et moi ce qui m'intéresse et nous notre rôle c'est de se dire bah, dans ta zone de responsabilité qui est généralement l'avantage de l'entreprise c'est que c'est un objet où les zones de responsabilité sont généralement assez bien définies Mmh. et donc dans ta zone de responsabilité c'est quoi le max que tu peux faire et tu vas rencontrer une limite mais il y a forcément une marge de manœuvre. OK, donc le but, c'est d'aller déjà voir dans son périmètre tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut changer. Ouais, exactement. Et en fait, ça peut aussi faire des petits, parce que ça peut inspirer d'autres. Et puis, il y a des mouvements salariés, par exemple, comme les collectifs, qui finalement font bouger aussi les organisations par le bas. Je dis pas que c'est facile, je suis pas naïf sur ce sujet, mais enfin, voilà, ça peut exister. Et on voit que ça fonctionne quand même. Ouais, bien sûr, ça fonctionne. Et puis, quand on a fait bouger, on est, je sais pas, au département finance et on a fait bouger le département finance, ce qui consiste principalement à se mettre à mesurer d'autres choses que des euros et donc mesurer de la performance extra-financière. Bon, bah, si ce département il a bougé, quelque part, c'est compliqué pour le reste de l'organisation ou pour les dirigeants de dire stop, on fait marche arrière. Enfin, t'as un département clé qui a fait un pas, quoi. Donc voilà.
Moi, je suis plutôt optimiste en tout cas, et je crois que enfin, on peut faire pression, en même temps, on peut créer des choses. C'est comme, c'est un peu la même question que sur une culture d'entreprise. Culture d'entreprise, ça se fait par le haut, et puis ça se fait aussi bouger par les gens qui font l'entreprise au quotidien. Ouais, c'est ça, le changement, il vient de plein de paramètres différents, par le haut et par les côtés. Ouais, exactement. Mmh, ça marche et justement dans les fonctions un peu clés de l'entreprise, il y a les services RSE qu'on retrouve de plus en plus dans les entreprises et c'est vrai que, ben, souvent on peut se dire: «Bah, c'est eux qui ont la charge du sujet transition écologique». Pourtant, ben, ce service à lui tout seul, il peut pas tout faire Mmh. et d'ailleurs quand on dit, bah, la transition écologique, ça concerne tout le monde à tous les postes et chacun peut l'intégrer dans son métier, ça veut bien dire que la RSE finalement, son rôle il va pas être de faire toute la transition écologique de l'entreprise, mais peut-être d'aller se chercher des alliés ou d'encourager, chacun à prendre sa part de transition. Comment toi tu vois les choses là-dessus? Moi, je pense que évidemment, la RSE, en plus, en général, ils sont pas très nombreux par rapport à la taille de l'entreprise. Donc ils peuvent pas faire bouger tout le monde, c'est pas possible. Ils peuvent pas tout porter. Moi, je conçois ce métier, alors j'ai jamais fait ce métier, donc je le dis avec humilité, mais mon métier, c'est de parler avec ces gens-là toute la journée, donc j'ai peut-être parlé avec des centaines de leaders RSE maintenant. Je conçois ce métier en disant, c'est un métier de leadership. Donc c'est-à-dire que c'est à eux de porter, de défricher le sujet. Et donc au début c'est des enjeux de mesure, puis c'est-à-dire je vais faire mon bilan carbone. Ensuite c'est des enjeux de stratégie. Bon bah j'ai compris c'était mes gros postes lesquels ils étaient, et donc je vais monter une stratégie à partir de là, au plus proche de la direction générale, parce que s'il y a une stratégie RSE d'un côté et une stratégie business on va dire de l'autre, bah ça marche pas. Et ensuite donc je mesure, je fais de la stratégie, et mon troisième rôle c'est j'embarque. Et j'embarque, alors soit via de la sensibilisation, presque du climat ou autre, beaucoup d'entreprises sont jetées un peu là-dedans. Et puis l'étape d'après, c'est celle dont on se parle aujourd'hui, c'est faire bouger mes métiers. Et donc le rôle du RSE à cet égard, ça va être de dire, je vais voir mon directeur des achats, je lui explique les achats responsables, c'est son sujet, il va falloir vraiment monter en compétence là-dessus, il va falloir mettre en place des procès, des chartes, des choses, si ça n'a pas été déjà été fait. Et puis, je trouve les moyens qu'ils s'en saisissent avec son équipe et puis qu'ils prennent la main, et c'est à eux. Et puis après, je vais voir l'équipe finance, et puis je vais voir la com, et cetera. Et en fait, je suis suffisamment armé pour défricher le sujet pour eux, pour leur expliquer. Mais par contre, les experts, ça va être eux, les meilleurs sur le sujet, ça va être eux. Et c'est comme ça qu'une entreprise, elle peut avancer vite sur la transition écologique, parce que sinon, il y a le goulot d'étranglement de ce que peut être faire un RSE tout seul, ou à deux, ou à trois, ou à deux et demi, et ça va pas aller très très vite. Mmh. Donc la RSE, ils ont plutôt un rôle, d'impulser, de donner les outils, toutes les cartes en main, pour que les services après, soient autonomes, sur leur partie. Ouais, exactement. Et ça a pas toujours été, je pense que ce métier a pas toujours été vu comme ça, Non, je pense pas. mais on a une chance aujourd'hui, qui est que la RSE monte beaucoup en puissance dans les entreprises. Il y a aussi un fait réglementaire qui est la CSRD, qui est une grosse réglementation de reporting pour les entreprises, qui va concerner toutes les entreprises, et qui est très exigeante d'un point de vue de la donnée qu'on doit fournir, du formalisme de cette donnée, et qui oblige du coup tous les départements à mettre la main à la pâte. Donc c'est une super aubaine pour les RSE, même si c'est aussi un énorme boulot, parce que du coup bah, ça donne un argument réglementaire pour aller voir les uns les autres. Et puis de plus en plus, il y a aussi des arguments business. Moi, il y a pas mal d'entreprises qui nous appellent en nous disant bah il faut former les commerciaux, parce que dans les appels d'offres des clients, il y a des critères RSE qui sont aujourd'hui 25% de la note de l'appel d'offres, et ben on n'a rien à raconter là-dessus, ou alors on a peut-être des choses mais on sait pas lesquelles. Et donc bah il faut que les commerciaux saisissent du sujet de la RSE de cette manière-là. Et ça c'est vrai à plein de niveaux. Et puis que les commerciaux, mais du coup c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait des offres, c'est pas juste un discours, etc., etc. Donc ça fait remonter beaucoup de choses. Et c'est assez positif en fait parce que, moi des fois j'échange avec des salariés qui sont pas en RSE et qui disent: «Bah moi j'aimerais bien travailler avec ce service-là, mais ils me demandent rien, on n'a pas de contact et cetera». Donc c'est vrai que ce que tu dis, c'est que ça va être un peu l'opportunité de commencer à travailler ensemble. Peut-être, voilà, dire à la direction RSE, «Apparemment tu vas nous demander des trucs donc commençons maintenant à travailler».
Bah ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, moi je pense que la plupart des leaders RSE, en fait, ils sont très sollicités puisque forcément ils portent un sujet extrêmement stratégique pour l'entreprise et ils ont généralement peu de moyens. Alors c'est en train d'évoluer dans le bon sens, mais voilà. Mais il faut pas hésiter à aller les voir parce que du coup ils ont besoin d'aide en fait. C'est quand même des gens qui ils sont pas isolés, mais enfin ils ont pas assez de bras quoi. Et donc dire bah voilà, moi c'est un sujet qui m'intéresse, je veux faire bouger l'entreprise, guide-moi, donne-moi un peu des choses à aller regarder. Euh, et ben a priori, je connais pas de RSE qui dirait non à ça. À l'inverse, c'est vrai que parfois ils sont sollicités dans un autre sens. Typiquement, ah bah tiens là j'ai un client qui m'a demandé un truc, c'est quoi la réponse? Et ça c'est moins bien utiliser son RSE parce qu'en fait, ça crée pas de l'autonomie, ça crée de la dépendance. Ouais, ouais, clairement, quand si ton commercial, il sait pas présenter la stratégie RSE de l'entreprise à ses clients sans toi, bah, c'est que tu lui as pas encore passé, suffisamment les outils. Ouais, c'est ça et parce qu'il y a pas forcément eu le temps ou que les commerciaux ont pas envie de s'y intéresser aussi. Mais si, là, ceux qui nous écoutent, il y en a qui sont, pas RSE, qui font n'importe quel autre métier, voilà, allez les voir en leur disant, «Je peux contribuer et je veux contribuer dans ma zone de responsabilité, dans mon métier». Mmh. Ouais, ouais. Bon et puis on va continuer à parler du sujet d'intégrer la transition écologique dans son métier, qu'on ait une direction RSE ou pas, hein, d'ailleurs, parce que même quand il y en C'est a vrai. pas, on peut le faire. Donc c'est vrai que moi, c'est aussi ma conviction qu'on peut agir pour l'écologie dans le monde professionnel, quel que soit son métier et quelle que soit sa place dans l'entreprise. Et tu l'as dit, il y a la partie des éco-gestes qui est bien, mais qui est un petit peu, limitante, en tout cas en termes, d'impact et qui va demander peut-être plus d'efforts aussi par rapport, voilà, prendre plus de temps et cetera. Ou si on veut aller sensibiliser ses collègues sur un sujet, quand ça fait pas partie de notre fiche de poste. Alors que quand on l'intègre dans son métier, c'est potentiellement plus simple une fois que c'est fait. Mmh. Mais bon, une fois qu'on s'est dit ça, ça reste quand même pas très palpable. C'est-à-dire que, OK, moi je veux bien intégrer, l'écologie dans mon métier, mais en fait, je fais comment? C'est sur quel sujet? C'est de quelle manière? Est-ce que ça part de moi? Est-ce que ça vient de ma direction hiérarchique, et cetera? Et en fait, vous avez réalisé une étude, enfin vous êtes toujours en train d'ailleurs de la Mmh. compléter, mais la première partie de l'étude est sortie et vous y décrivez, différentes zones en fait pour, intégrer la transition écologique à son métier. Tout à l'heure tu as parlé de périmètre, sur lequel quel périmètre je peux agir. Mmh. Et dans l'étude, vous parlez de 3 zones d'action. On peut avoir un impact, direct, un impact indirect ou un impact systémique. Est-ce que tu peux nous présenter ça? Je trouve que Ouais. ça, c'est déjà très éclairant pour savoir, OK, où est-ce que je peux agir? En effet, c'est une étude qu'on a menée, avec, enfin, on l'a pas fait tout seul et je veux le dire parce que c'est important, on a eu le soutien de chouettes partenaires, comme le Shift Project, les Échos, les collectifs que j'ai mentionnés, et des partenaires aussi publics, comme, le CROCI par exemple. Et cette étude, elle a pour vocation en effet de comprendre ce que ça veut dire la transition écologique des métiers concrètement. Et donc un des livrables de cette étude, ça a été ces 3 zones d'action, qui est juste un schéma de pensée qui est assez simple en fait, mais qui permet d'éviter, moi dans mon métier, je suis comptable donc j'ai 0 impact à part, venir en vélo et je le fais déjà, donc je peux rien faire. Et donc c'est quoi? Je peux prendre un exemple, si tu veux, je prends un exemple de RH, on n'en a pas parlé encore. Volontiers. Si je suis RH, j'ai un impact direct sur l'entreprise. Alors l'impact direct, c'est je joue sur les impacts environnementaux de l'entreprise, le bilan carbone, si on veut faire très simple, même si c'est pas le seul sujet, mais voilà. Et comment je joue? Bah parce que je favorise une mobilité domicile-travail qui est plus responsable, donc ça diminue le bilan carbone de l'entreprise. Je fais attention à la gestion des papiers, certain nombre de choses, et donc je joue sur l'impact direct de l'entreprise sur l'environnement. J'ai une deuxième responsabilité, c'est que je suis au service des autres collaborateurs de l'entreprise, qui eux-mêmes auront peut-être un impact direct. Et donc, en tant que RH, j'ai un impact indirect, c'est-à-dire je vais faire bouger les autres par des mécanismes que je vais mettre en place. Un mécanisme, ça peut être la rémunération, par exemple, où je mets des variables qui sont associées à une performance extra-financière de l'entreprise.
Et donc, a priori, ça risque de faire bouger un peu les gens. Une autre manière de le faire, par exemple, c'est je vais organiser des formations sur ces sujets-là. Donc ça, c'est un impact indirect, c'est-à-dire ça change pas l'impact de l'entreprise tout de suite, mais ça fait bouger les autres qui eux-mêmes vont avoir. Et il y a un troisième impact, qui est un impact systémique. Et l'impact systémique, c'est l'entreprise, elle vit dans un environnement. Et moi, en tant qu'élément de cette entreprise, je suis aussi élément de l'environnement dans lequel je suis. Et donc, je peux peut-être faire bouger cet environnement-là. Et donc, ça veut dire peut-être que je peux aller voir ma région et on peut trouver des synergies intéressantes. Je peux aller voir mes fournisseurs. Peut-être, je sais pas, par exemple, c'est des agriculteurs et on peut faire des choses intéressantes avec eux, faire évoluer leurs pratiques parce qu'on a de l'influence sur eux. Et si je reprends mon exemple de RH, je suis peut-être en lien avec des écoles pour recruter. Et donc, je peux aller faire des conférences dans les écoles en expliquant aux étudiants ce qu'on attend d'eux aujourd'hui quand ils rejoignent les entreprises sur les sujets de l'environnement, etc. Et donc, en fait, quand on y réfléchit, il n'y a pas un métier qui n'a pas d'impact sur l'une de ces trois zones. Et après, il y a des métiers qui vont avoir des polarités, c'est-à-dire que si tu dois concentrer ton effort, fais-le dans une des zones en particulier. Par exemple, je prends un deuxième exemple que celui de la communication. Si je suis à la communication, je fais des spots à la télé. Bon, j'ai un impact systémique énorme parce que ce que je fais, il y a plein de gens qui vont le voir. Donc, peut-être que je vais essayer de raconter des discours un peu différents. J'ai aussi un impact direct parce que j'organise un événement, il y a un bilan carbone associé, mais on sent bien que c'est un peu moins grave le bilan carbone de l'événement que le message qu'on va passer. Oui. Donc, c'est un métier qui est plus polarisé vers le systémique. Voilà, et on peut faire cet exercice sur tous les métiers. Ouais, donc en fait, chacun dans son métier, on a ces trois zones d'action, direct, indirect, systémique, mais il y en a peut-être une ou deux qui vont être plus fortes ou sur lesquelles, quand on agit là-dessus, ça a plus d'impact. Ouais, exactement. Ça dépend du métier, mais ça dépend aussi du métier dans l'entreprise. Mm. Parce que typiquement, je suis RH dans une industrie, mon impact direct, c'est zéro. Puisque on s'en fiche un peu du trajet domicile-travail, en proportion, hein, j'entends, versus les impacts de l'usine. Par contre, je suis RH dans une boîte de conseil. Bon, a priori, ça va jouer énormément la mobilité. Donc voilà. Donc c'est toujours personnalisé en fonction de là où on est. Ouais, Ouais, exactement. ok. Et alors là, quand tu l'expliques, c'est hyper clair, tu vois, on se dit, ah bah tiens, si j'étais RH, je pourrais avoir plein d'impact, ou si j'étais dans la com, je pourrais avoir plein d'impact, mais c'est peut-être un peu dur à identifier pour soi-même. Est-ce que tu as Mhm. tu as des clés, des questions qu'on peut se poser euh, pour chaque zone d'action pour Mhm. essayer de réussir à définir ses propres zones d'action? Tu vois, qu'est-ce qu'on peut se poser comme question Je vais les prendre un par un, si tu veux bien. Pour l'impact direct, la première chose, c'est de comprendre l'impact direct de l'entreprise sur l'environnement et la société. Donc, c'est quoi les principaux impacts et les principaux risques aussi de l'entreprise au regard des enjeux environnementaux et sociaux. Et si on n'a pas la réponse, c'est là peut-être on peut la poser à son directeur RSE ou à des gens qu'on connaît en entreprise qui sont renseignés. Et ensuite se dire, tout bêtement, comment mon métier il participe à ces impacts-là. Je prends l'exemple des achats. Je suis acheteur dans la grande distribution. A priori, 90% du bilan carbone, c'est les achats. Donc, du coup, j'ai un impact direct. Enfin, je suis assez relié dans mon métier à l'impact direct de l'entreprise. Et donc, peut-être que si j'achète des produits moins carbonés, je peux participer de façon significative. Dans l'impact direct, tu as évoqué plusieurs fois le bilan carbone. Pour toi, c'est une bonne clé d'entrée? Alors, si on est pragmatique, oui, parce qu'aujourd'hui, depuis, j'ai pas le détail, mais depuis un moment, il y a une obligation réglementaire de faire son bilan carbone. Donc, c'est un outil que les entreprises commencent à maîtriser. Et c'est un bon indicateur parce que quand on fait un bilan carbone, on se rend compte que la touillette de café, c'est un peu moins le sujet que l'achat, si je regarde cet exemple. Donc c'est un bon indicateur. Après, évidemment, toutes les associations écologiques et les professionnels dont je fais partie vont te dire que c'est largement insuffisant parce qu'on regarde pas toutes les autres limites planétaires, on regarde pas la biodiversité, etc. C'est vrai que je l'utilise un peu trop dans mon discours, mais parce que aussi les entreprises ont un focus très carbone. Ouais, on l'identifie plus facilement. Voilà. Donc, c'est un outil qui existe en fait. Aujourd'hui, dire quelle activité de l'entreprise attaque le plus la biodiversité, il y a très 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 peu d'entreprises, et je sais pas en citer d'ailleurs, qui savent le faire sérieusement.
Donc voilà, donc attention à pas être que focus carbone parce qu'évidemment c'est pas la bonne chose. Et en même temps l'outil existe, donc voilà, soyons pragmatiques et utilisons-le, quoi. Donc si dans le reste de notre discussion j'emploie ça, j'entends quelque chose d'un peu plus large en termes d'impact. Voilà. Ensuite, si je reprends sur l'impact indirect, les questions qu'on peut se poser, c'est quoi les parties prenantes internes avec lesquelles j'ai le plus de liens dans mon quotidien ou que mes décisions vont le plus influencer. Par exemple, je suis à l'offre ou au marketing en fonction des entreprises. C'est moi qui définis les produits ou services que l'entreprise va vendre. Bon, je vais peut-être avoir beaucoup d'influence sur les commerciaux puisque eux vont vendre des produits que j'imagine ou que je conçois. Donc, j'ai un impact indirect fort sur les commerciaux. Je vais pouvoir faire bouger les commerciaux par les produits que je crée et ensuite en animant le discours qu'ils vont porter derrière. On a parlé du RH, etc. Donc je donne pas plus d'exemples. Mais donc voilà, avec qui je travaille dans l'entreprise et comment je peux les faire évoluer. Et l'impact systémique, c'est avec quels acteurs de la chaîne de valeur de l'entreprise ou de la société. Donc là, on peut s'intéresser au monde public, on peut s'intéresser aux fournisseurs, aux clients, aux partenaires, avec lesquels je suis le plus en lien dans mon quotidien de travail. Et on peut aussi, c'est hyper intéressant, se poser la question des compétiteurs. Je donne un exemple. On a été sollicité par une entreprise qui veut créer un éco-score pour ses produits. Et ils nous ont sollicité parce qu'ils savaient qu'on avait fait des choses autour de ça avec d'autres entreprises. Et ils nous ont demandé de les faire venir. Alors sincèrement, ils sont sur des activités assez similaires. Et en fait, voilà, tout le monde a eu l'intelligence de se dire, finalement, voilà, faisons ensemble. Non seulement, ça nous permettra d'appuyer plus vite d'un point de vue écologique, et puis en plus d'un point de vue business, ça a du sens que si on fait tous le même éco-score, on a moins de risques que la réglementation nous sorte un éco-score dans 2 ans qui a rien à voir avec sur quoi toute l'industrie s'est mis d'accord. Ouais, ça se voit souvent dans les fédérations ou les Exactement, organismes de ce type, que des personnes qui font exactement le même métier travaillent ensemble pour faire évoluer. c'est ça. Et donc l'impact systémique, c'est avec qui je travaille, fournisseur, client, partenaire. Est-ce que je fais partie d'une fédération, en tout cas avec quels autres organismes on peut peut-être réfléchir ensemble. Et puis derrière, on peut sortir des actions qui sont de plaidoyer, d'accompagnement, de lobbying, de tout ce que vous voulez. Lobbying n'étant pas un gros mot, c'est pas faire les belles choses aussi, le lobbying. Ok, d'accord, très clair. Donc, si j'essaie de résumer, l'impact direct, c'est l'impact direct de l'entreprise. Moi, sur quoi moi je travaille en lien avec les impacts directs de l'entreprise. On a dit carbone, mais il n'y a pas que ça. Ouais, Impact indirect, c'est les gens de mon entreprise que je peux faire bouger. Et systémique, du coup, là, c'est voilà tout ce qui est extérieur à l'entreprise. exactement. Donc déjà, avec ça, ça nous permet de dire, ok, là, ça sera plus facile pour moi d'agir sur tel truc ou tel truc, ou ça sera plus intéressant, je pourrais faire des choses qui ont plus d'impact. Ouais, exactement. En fait, l'idée, c'est que ça donne une boussole. Et encore une fois, c'est juste une structure de pensée. Et dans tous les exemples que j'ai cités, il y a peut-être des gens que ça fait réagir en se disant, bah oui, mais moi, dans mon métier, je peux pas ci, je peux pas ça, etc. Tout ça, c'est des exemples. L'essentiel, c'est la structure de pensée et comment après chacun se l'approprie voilà, en ayant un peu d'ambition et d'esprit d'entreprise pour faire bouger les choses, quoi. Mm, mm. Ouais, ça serait intéressant même à brainstormer entre collègues. Ouais, ouais, vraiment. Et alors, dans cette première partie d'étude, vous avez identifié des métiers qui sont à transformer potentiellement en priorité dans les entreprises, parce Mhm. que, quelle que soit l'entreprise, souvent, c'est un peu ces métiers-là qui, quand même, peuvent avoir beaucoup d'impact tout de suite, ou en tout cas un impact un peu systémique. Cela dit, ça dépend un peu des entreprises. Imaginons qu'on est RH ou RSE et qu'il faut qu'on décide qui est-ce qu'on forme en premier. C'est quoi la logique pour prioriser ou peut-être ça va être quoi les métiers les plus importants à faire changer en premier? Ce qui est intéressant, c'est en effet la logique plus que quel métier, parce qu'évidemment, ça dépend du contexte des entreprises. Nous, dans cette étude, on a interviewé des leaders RSE, on leur a posé cette question en leur donnant une liste de 10 métiers qu'on retrouve dans toutes les entreprises, tous les métiers qu'on a un peu cités depuis le début, et de leur donner pour dire c'est quoi les plus prioritaires. Donc forcément, ça nous a donné un résultat que je peux partager, qui est en gros les métiers DG, et enfin, il y a consensus sur le DG, en gros, et la strat, Ouais, la direction générale, forcément, ouais. top 1 pour tout le monde, et il y a plutôt consensus sur aussi les métiers de conception achat, parce que souvent, c'est les produits, et donc c'est ce qui a un impact direct assez important.
sur l'offre et même un peu sur le modèle de l'entreprise. Après, il y a d'autres métiers qui ont été listés comme prioritaires, comme les métiers de la finance ou de la R&D, mais qui sont où il y avait plus de débats, c'est-à-dire que les notes étaient beaucoup plus séparées. Et après, il y a des métiers qui étaient un peu moins prioritaires, euh, mais ça sert à rien que je les cite parce qu'en fait, ça dépend de plein de choses. Ce qui est intéressant plutôt que ça, puisque finalement, encore une fois, ça veut pas dire grand-chose, c'est la logique qu'il y a derrière. Et en fait, nous, on a identifié, donc on leur a demandé de préciser comment ils faisaient la liste, pas juste la faire, comment ils la faisaient. Et finalement, il y a deux logiques qui sortent et qui vont rejoindre ce qu'on s'est dit avant. Il y a une logique d'impact direct qui est de dire, à nouveau, je reprends le bilan carbone, c'est une simplification. Ce métier-là, il pèse 80% du bilan carbone. Celui-là, il pèse 15 et le reste, c'est 5%. Donc, on va faire 1 puis 2 et on prend en logique l'impact direct de l'entreprise. Ça, c'est assez simple à comprendre. Il y a une deuxième logique qui est de dire on va prendre l'impact indirect, voire systémique de l'entreprise, des métiers. Et là, c'est une logique d'influence. C'est se dire, culturellement, on a une entreprise qui est portée par les équipes de vente. C'est quand l'équipe de vente dit A, tout le monde dit A. Donc, si on fait bouger l'équipe de vente, tout le monde va suivre. Ou alors, il y a des chaînes décisionnaires, ça passe toujours par la finance, les décisions importantes, donc il faut embarquer la finance. Ou alors, il y en a qui sont en lien avec tous les métiers, comme les RH. Donc si j'embarque les RH, je tape un coup et puis je rebondis sur tous les métiers. Voilà, donc c'est ce genre de logique d'influence qui va peut-être amener à faire des priorisations qui n'ont rien à voir. Et en fait, on s'est rendu compte que les RSE, ils se baladaient un peu entre les deux logiques. Et ce qui finalement permet d'arbitrer, c'est très contextuel. C'est l'opportunité d'un directeur des achats qui est hyper motivé. Et donc, on va l'apprendre avant qu'il soit plus à ce poste-là et faire avancer les achats très fort. C'est un niveau de marge de manœuvre qu'on a sur un métier. Typiquement, on sait que je sais pas, on voudrait pousser l'éco-conception, mais il y a des enjeux financiers qui font que si on fait pas bouger la finance d'abord, les équipes produits auront aucune chance de faire de l'éco-conception, donc très peu de marge de manœuvre, donc on va aller voir la finance, etc. Donc à l'arrivée, ça donne pas une liste dans l'ordre que tout le monde aimerait bien avoir, mais ce serait complètement illusoire et fictif, que ça dépend du secteur et du contexte culturel de l'entreprise. Du coup, ce qui est prioritaire, ça va vraiment dépendre de chaque entreprise, mais potentiellement, tous les métiers à un moment seront concernés et devront y passer. Là, c'est vraiment si on se dit on peut pas former tout le monde d'un coup, il faut faire des choix de priorisation. Ouais, c'est exactement ça. En fait, tout le monde va y passer. Moi, je prends souvent un parallèle qui est celui de la transition digitale, où finalement, on est capable de trouver très peu de métiers qui n'ont pas été touchés de près ou de loin par la transition digitale dans leur manière de faire. Bon, là, c'est la même chose en plus puissant parce qu'il y a vraiment un enjeu macroéconomique. Transition digitale, on continue à avoir la même logique économique et on est allé plus vite grâce à des outils plus performants. Là, il y a une logique macroéconomique qui est un peu différente. On a des ressources limitées, c'était pas prévu dans les modèles économiques jusqu'à présent. Donc, c'est une transition qui est encore plus costaud. Mais dans la logique de transformation métier, finalement, ça va toucher tout le monde de la même manière. Et donc, bien sûr, une entreprise, elle a du temps et des ressources financières limitées, donc elle va pas pouvoir faire tout le monde d'un coup. Et ce que je décrivais en avant, en effet, c'est plus par qui on démarre, quoi. Ouais. Et donc, si on fait pas, imaginons dans une entreprise dont on fait pas partie des métiers prioritaires à transformer ou même qui n'a pas du tout commencé cette démarche-là, parce que bon, on va être très honnête, mon avis, la majorité des auditeurs n'auront jamais entendu parler de formation pour intégrer la transition écologique à leur métier jusque-là. Qu'est-ce que tu conseilles à ces personnes-là pour commencer à essayer de changer leur métier ou de se former? La première chose peut-être, c'est, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui ont compris les enjeux, notamment climatiques. Parce que des super outils de sensibilisation, il y a sans doute plein de gens qui nous écoutent qui sont passés par la fresque du climat, ou qui ont lu la BD de Jean Covici, ou qui suivent des choses. C'est quand même, je crois, la meilleure vente de livres de l'année dernière. Enfin, bref, il y a quand même des choses qui se passent. Et puis, même TF1 a fait récemment une petite capsule vidéo sur le climat très très bien faite. Donc, on sent que voilà, les choses avancent. Donc, ce qui est pas clair pour la plupart des gens, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour mon entreprise. Donc, je reviens un petit peu à ça. Et je dis la première étape, c'est comprends
ce que ça veut dire pour l'entreprise. Et peut-être un truc qu'on peut évoquer là-dessus que j'aime bien, c'est une question que j'ai apprise de Christophe Sampels de chez Lumia qui pense les modèles régénératifs de l'entreprise. Je suis assez admiratif de tout ce qu'ils font. Il y a une question qui est comment, si je fais 1 euro de chiffre d'affaires de plus, qu'est-ce que ça change dans l'écosystème autour de moi? En gros, à quoi je suis incité pour faire 1 euro de chiffre d'affaires de plus. Et donc, c'est comprendre le lien entre le business model de l'entreprise, c'est-à-dire comment est construite la proposition de valeur, et les impacts environnementaux. Je donne un exemple tout bête, mais si je vends un produit, je suis incité à en produire de plus en plus, à en vendre de plus en plus. Si je loue des pneus, comme essaye de le faire Michelin, je suis incité à ce que mes pneus durent le plus longtemps possible, puisque je reste propriétaire du pneu, donc j'ai pas envie de les changer ou de les jeter. Voilà. Et donc, bien comprendre le lien entre business model et l'entreprise. Et à partir de là, une fois qu'on a compris ça, normalement, on est capable de se situer dans sa zone de responsabilité, où est-ce qu'on peut agir. Et là, il faut sans doute aller chercher peut-être des formations un peu plus poussées, un peu plus précises liées à son métier. Et donc, typiquement, c'est ce que nous, on propose, mais il y en a d'autres. Mais en tout cas, si on n'a pas le droit à une formation tout de suite, on peut faire ces premières étapes déjà et avancer significativement sa compréhension de l'objet entreprise au sein des enjeux de transition écologique. Oui, de toute façon, si on veut être un peu crédible auprès de cette direction, si à un moment on veut porter un projet, une idée, il faut qu'on ait cette compréhension globale du modèle de l'entreprise et de où sont ses impacts. Au-delà de Exactement. juste son propre métier, en fait. Ouais, parce qu'en fait, ça s'inscrit dedans, sinon évidemment, on va être complètement hors sol. Mais je pense que je sais pas si je l'ai expliqué de façon simple, mais c'est pas très compliqué. Enfin, je veux dire, on arrive assez vite à ces conclusions. Ouais. Soit en lisant le rapport RSE de son entreprise, on peut savoir un peu quels sont ses impacts. En lisant la stratégie de son entreprise, on comprend quel est son modèle. Et après, on regarde nos différentes zones d'action, directes, indirectes, systémiques, et on peut plus facilement se positionner une fois qu'on a tous ces éléments en main. Ouais, exactement. Mais ce que je veux dire, c'est pas des semaines de recherche, même si le rapport RSE n'existe pas et que l'entreprise n'a encore rien fait sur ce sujet. Non, c'est assez facile de comprendre en quoi l'entreprise consomme de la ressource, comment on peut envisager d'en consommer moins, éventuellement comment on peut régénérer les écosystèmes qui dépendent de l'entreprise si on est directement connecté au vivant, c'est-à-dire proche de l'agriculture, etc. Et donc à partir de là, en fait, faire la suite que tu as décrit, évidemment. Mm. Et c'est des bonnes discussions sûrement à avoir avec ses collègues, même à la pause café. C'est toujours intéressant d'aller échanger sur ces sujets-là. Bah oui, d'autant plus que je trouve qu'il y a un syndrome quand on est assez engagé sur ces sujets-là dans l'entreprise, c'est qu'on a assez vite une étiquette écolo qui est souvent péjorative. Pas toujours, hein, mais Qui peut, ouais, ouais. En tout cas, qui peut être péjorative. En plus, parfois parce qu'on n'a pas toujours la bonne posture, ou en fait, on est dans un truc où on comprend pas que les autres ne bougent pas, donc on peut être culpabilisant, ou même sans faire exprès, etc. Et ces discussions-là sur comment on fait évoluer l'entreprise, sur la compréhension du modèle, etc., elles vont vraiment au-delà de faire bouger les autres, de se mettre des petites piques sur ah bah toi tu fais ça, d'accord, machin. Euh, mais euh, mais au contraire, elles sont vraiment collectives et assez enthousiasmantes. Et il y a plein de gens qui de plus en plus aujourd'hui cherchent du sens dans leur travail et malheureusement prennent la décision de quitter pour trouver du sens. Je pense que ça peut être très fédérateur en effet cette discussion-là, parce que le projet d'entreprise prend du sens d'un seul coup. On entend souvent parler parfois de ces usines qui devaient être délocalisées puis qui sont vendues, puis il y a les salariés qui reprennent l'usine et il y a un sens social énorme, etc. Ben, il y a un peu quelque chose de ça dans ces discussions d'un point de vue écologique. Mm. Ouais. Donc on vous incite à en parler. D'ailleurs, pour faire le lien avec ce que tu disais un petit peu au début de notre échange, c'est plus facile de parler de comment on va faire changer l'entreprise plutôt que de comment on va faire changer ses collègues pour qu'ils viennent à vélo, mangent moins de viande, etc. Ouais, et ça a beaucoup plus d'impact. Mm, mm. Ça, je veux le dire parce que c'est important. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire tout ce que tu as décrit, venir à vélo, etc. C'est important et puis ça change les mentalités. On voit ce qui se passe sur l'avion. Je trouve ça incroyable le changement de culture en quelques années sur le fait de prendre l'avion. Ouais. C'est pas assez, l'avion accélère encore, etc. Mais quand même, C'est passé un truc. c'est plus cool quoi. Donc ça c'est génial, donc faut continuer. Et par contre, si on prend le bilan carbone d'une entreprise, et ça c'est un exercice que j'invite les gens à faire, de diviser le bilan carbone de l'entreprise par le nombre de salariés.
Et ensuite de faire la comparaison avec leur propre bilan carbone. Alors soit vous l'avez fait, c'est formidable, soit vous l'avez pas fait, et ça se balade entre 8 et 15 tonnes, 6 tonnes si vous êtes très fort. Voilà. Normalement, quand vous ferez l'exercice de la division, vous allez plutôt tomber à 100 tonnes, 150 tonnes, etc. Donc ça veut dire que c'est un ordre de grandeur de 10 entre votre contribution en tant que salarié et votre contribution en tant qu'individu. Évidemment, c'est encore un exercice de l'esprit et ça veut pas tout dire, mais du coup, c'est peut-être quelque chose à raconter en collectif aussi, quoi. Ouais, c'est là qu'on se rend compte que agir dans l'entreprise, c'est quand même hyper efficace et peut-être prioritaire aussi. Sur, Ouais. des fois, quand on a des convictions très fortes sur l'écologie, on va un peu se marteler parce que, bah oui, je prends ma voiture, mais j'arrive pas à faire autrement. Alors qu'en fait, dans son métier, on peut faire tellement plus et ça va largement compenser le fait que malheureusement, on vienne encore en voiture. Ouais, exactement. Et encore une fois, ça veut pas dire qu'il faut ralentir sur ces changements perso. Mmh. C'est bien de le faire, mais parfois ça peut aussi se donner de l'air de se dire ah tiens, il y a aussi tout ce champ Ouais. d'action-là à essayer. Il est pas facile, il y a des résistances, etc. Mais il écoute différemment et surtout, c'est un projet collectif. Ça, c'est ça qui est chouette, quoi. Alors, je le disais, l'étude que vous avez sortie avec vos partenaires est en 2 parties et donc la deuxième partie sortira cette fin d'année 2024. Qu'est-ce qu'on y trouvera de nouveau par rapport à ce qu'on vient de se dire? Alors, dans la deuxième partie, donc la première partie était un peu plus, en effet, stratégique et comprendre un peu de façon macro. La deuxième partie, là où on avait interviewé des leaders RSE, maintenant on interviewe les métiers directement. C'est Emeline dans l'équipe qui fait un travail exceptionnel à aller interviewer tous ces métiers. C'est plus de 100 interviews puisqu'on fait une dizaine de métiers, on fait 10 interviews par métier, plus des ateliers pour faire discuter des gens ensemble autour de ça. Et donc, on va sortir des fiches de poste par métier, donc sur 10 grandes familles de métiers, fiches de poste prospectives, où on va essayer d'aller le plus loin possible sur comment ce métier il peut évoluer, c'est quoi les nouvelles missions qu'on peut se donner, quoi les nouveaux KPI qu'on peut associer à la réussite de son métier, les process, les méthodologies. Voilà, on va essayer d'aller le plus loin possible euh, avec les moyens qu'on a pour donner des choses qui sont très concrètes, très activables. Et puis ensuite, on essaiera de le vulgariser, parce qu'une étude, c'est toujours un gros machin, dans des vidéos, ou voilà, un certain nombre de petits outils pratiques pour que les gens puissent s'en saisir. Trop bien. Et donc si, vous qui nous écoutez, vous n'écoutez pas ce podcast trop longtemps après sa sortie, vous pouvez peut-être encore participer aux ateliers collectifs qui ont lieu de quand à quand? On les fait en juin et en effet, on a vraiment besoin. Enfin, si vous avez pensé un peu la transition écologique de votre métier, ou en tout cas que c'est un sujet qui vous intéresse et vous voulez y contribuer, ben on va sortir ces fiches de poste avec. En plus, ça va être génial. Vous allez rencontrer des gens qui font le même métier que vous, qui sont dans cette sensibilité aussi. Et voilà, on va faire des groupes de travail de 5 à 10 personnes. Voilà, c'est quelques heures de votre temps, mais vous allez en prendre beaucoup, je pense. Je mettrai le lien pour avoir plus d'infos dans les notes de cet épisode. Et ben, merci beaucoup pour ce que tu nous as partagé et donc on a hâte de voir la suite de l'étude pour que ça soit encore, plus concret. Bah, merci beaucoup Cassandre pour cette discussion. J'étais vraiment ravi de cet échange avec toi. Moi également. Et puis à bientôt pour la suite de l'étude du coup. Ça fait toujours du bien, je trouve, de se rendre compte que la transition écologique fait son bonhomme de chemin dans les entreprises, jusqu'à pénétrer chaque métier. Les systèmes de pensée mis en avant par Ambroise sont particulièrement utiles selon moi pour identifier où est-ce que chacun, individuellement, on a la possibilité d'intégrer l'écologie à notre métier. Et il a bien fait de préciser d'ailleurs que l'impact est potentiellement beaucoup plus grand que tous nos éco-gestes à la maison, et avec beaucoup moins d'efforts pour y parvenir. J'espère que vous avez retenu les 3 zones d'action. L'impact direct, indirect et systémique. Ça me fait un peu penser aux 3 niveaux que je vous propose toujours en fin d'épisode pour passer à l'action, individuel, collectif et global. Alors si vous aussi, vous souhaitez intégrer l'écologie à votre métier, voici 3 niveaux pour agir. Au niveau 1, individuellement, questionnez-vous sur votre zone d'action directe, c'est-à-dire dans les impacts de l'entreprise, sur quoi vous avez un rôle direct. Vous avez peut-être aussi un impact indirect parce que vous êtes en lien avec d'autres personnes qui, elles, ont un impact direct et vous pouvez les influencer. Ou alors, il y a un écosystème à l'extérieur de l'entreprise que vous pouvez créer ou rejoindre peut-être pour apporter des changements positifs à votre secteur. Si vous avez besoin d'informations pour identifier les enjeux et les impacts de votre entreprise, n'hésitez pas à solliciter vos services RSE ou la direction de votre structure. Niveau 2, collectivement, ces questions que vous vous êtes posées de votre côté en niveau 1
je pense que ça peut être hyper intéressant de se les poser à plusieurs, que ce soit dans votre équipe, avec d'autres personnes de l'entreprise ou même des personnes qui font le même métier que vous mais dans d'autres entreprises. Ces échanges vous permettront probablement d'enrichir vos réponses. Et niveau 3, au niveau de toute l'entreprise, intégrer au plan de formation l'intégration de la transition écologique dans les métiers. Il y aura besoin de tout le monde. Chaque salarié va voir son métier commencer à se transformer ou devoir intégrer des contraintes sociales ou environnementales. Donc ne perdez pas de temps et lancez des formations. Si cet épisode a créé un petit déclic chez vous, on sera ravis de l'apprendre, donc n'hésitez pas à venir le raconter par commentaire de cet épisode ou par message sur Instagram, LinkedIn ou email. Les liens sont dans les notes de l'épisode. Merci encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si vous cherchez d'autres idées, je vous conseille mon livre Écolo au boulot, 60 éco-défis pour agir. Publié aux éditions Jouvence et disponible chez vos libraires. Maintenant, à vous de jouer. Ciao!